Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Donc on va vous parler de réactifs au service du pneu connecté. Avant de commencer, moi je suis Thomas Ségismond, je travaille chez Red Hat dans l'équipe Vertex. Je pense que tout le monde connaît Red Hat ici. Vous devez connaître la distribution Linux, mais c'est pas que ça, il y a aussi des outils pour les développeurs, un certain nombre de runtime, dont Vertex, Quarkus, etc. Et puis je remplace mon collègue Julien Ponge, qui normalement devait faire la présentation, mais qui pour des raisons de santé ne peut pas venir. Alors je me suis fait une petite anti-sèche, parce que c'est la première fois que je fais ces démos devant tout le monde. Donc si vous me voyez des fois chercher un petit peu, soyez un peu indulgents. Bon, voilà. Ça devrait bien se passer quand même. Fabien. Bonjour tout le monde, Fabien Pomerol, je suis architecte technique chez Michelin et je travaille sur un projet d'ingestion et de captation de données issues de devices, d'IoT qu'on place dans le pneu et dans le véhicule. Donc aujourd'hui, Michelin, tout le monde, je pense, connaît, on fait des pneus pour différentes gammes de véhicules, ça va de l'avion, du véhicule de monsieur tout le monde, de la moto, du génie civil, des bumpers qui ont des pneus de 2 mètres de haut. On est vraiment sur toutes les gammes. Mais Michelin, c'est pas que ça. Michelin, c'est aussi des offres de services autour de la thématique de la mobilité. On connaît historiquement les cartes et guides papier, qui sont transposées vers des services plus numériques comme via Michelin. Le guide rouge pour tout ce qui est restaurant. Et aussi, depuis peu, Michelin en fait propose des offres de services à destination des flottes de poids lourds, des compagnies aériennes ou des compagnies minières, pour leur permettre de gérer les pneumatiques qu'ils nous achètent et d'améliorer les performances en fait des pneumatiques qu'on leur vend. Voilà. Donc quand on parle de pneus connectés, en fait on parle de ça. Ça, c'est un pneu qu'on dit connecté, qui est capable de discuter avec nous parce qu'on a réussi à y inclure dedans 2 technos. La première techno, c'est la techno du RFID. En fait, on est capable, lors des process de fabrication des pneus, d'inclure un tag RFID à l'intérieur du pneu. Et ce tag RFID, il va nous permettre d'identifier de façon unique notre pneu. Donc on va pouvoir l'identifier de façon unique, ce qu'on n'était pas capable de faire avant. Et la deuxième techno, c'est la possibilité qu'on a aujourd'hui de placer des capteurs à l'intérieur de ce pneu-là. Des capteurs qui ont un nom un petit peu barbare, qui s'appelle TPMS, Tire Pressure Monitoring System, et qui vont exposer la température et la pression qui se trouvent à l'intérieur d'un pneu lorsque l'on roule. Ça, c'est important pour nous. Et ces 2 technos, en fait, liés, nous permettent de savoir, sur un pneu donné, qui s'appelle 1, 2, 3, quelle est la température et la pression qui se trouve à un instant T sur le véhicule. Pour remonter la donnée, donc on sait exposer de la donnée, souvent c'est par radiofréquence la donnée qu'elle est exposée par le TPMS, on va devoir la récupérer. Pour la récupérer, on a différents moyens, soit on a des routeurs qui sont embarqués dans les véhicules, il manque un petit... des routeurs qui sont embarqués dans le véhicule, ils captent toute cette donnée-là, qui est exposée par les pneus, ils la remontent via différents canaux, ça peut être du GSM, ça peut être du Sigfox, ça dépend vraiment du device qu'on va placer à l'intérieur du pneu. On récupère de la donnée d'usage aussi, potentiellement. Et on a un deuxième moyen, c'est via directement des forces de vente qui sont sur le terrain ou du personnel qui est sur le terrain, qui va avec des devices manuels en fait aller inspecter le pneu, capter le RFID, capter la température et la pression sur un pneu, faire une profondeur de sculpture avec cet engin qui s'appelle une pigouille. Ça va transférer sur le portable, sur une application, sur un smartphone via du Bluetooth et ça va remonter ça sur un backend. Et moi, mon rôle avec une équipe d'une... j'ai la zapette qui me fait des tours. Avec une équipe d'une 15aine de personnes, mon rôle, c'est de construire une plateforme qui permet d'ingérer ces données, de les processer. Donc quand on entend processer, c'est de les nettoyer, de les stocker, de les enrichir dans certains cas, pour produire ce qu'on appelle des insights, c'est de la donnée à valeur ajoutée qu'on va pouvoir proposer aux clients. Donc nos use cases aujourd'hui, ils vont tourner principalement autour des 3 qui sont ici. On va faire de la gestion de flotte. Comment est-ce que j'aide une flotte à optimiser son parc de poids lourds, une flotte de poids lourds pour optimiser son parc de pneus, prédire quand est-ce que ces pneus vont arriver en fin de vie. Donc ça, on va travailler autour de la prédiction de fin de vie des pneus. Quand est-ce que le pneu avant droit de ce camion-là va être usé. Et on va travailler autour de toutes les notions de sécurité, comment je fais de la perte de pression, la détection de perte de pression. Voilà. Donc si on regarde un petit peu de contexte, aujourd'hui on gère dans la plateforme 100 millions d'assets. Par asset, j'entends des pneus, des véhicules. C'est un chiffre qui a augmenté. On a fait cette présentation à Devox l'année dernière. On était à 23 millions. Donc on voit que la plateforme, elle est vraiment en train de grossir en termes de volumétrie. On gère cette année, on va devoir gérer à peu près 4 milliards d'événements qui remontent de nos IoT, les processer. Et il faut que la plateforme soit capable de répondre à peu près une sollicitation de 1000 requêtes par seconde.
Voilà. Et tout ça en étant le moins énergivore en termes de ressources, de RAM, de CPU. Et si on regarde, si on regarde dans le rétroviseur, il y a 2 ans, en fait, on a repris le projet. On n'était pas du tout sur cet ordre de volumétrie en termes de devices connectés, mais le projet ressemblait à ça. On avait un monolithe, Grails, qui exposait une API REST, qui était utilisée pour collecter toutes les données de nos IoT, et on stockait ça sur une base, dans un modèle relationnel, sur une base MySQL. Et l'API, elle exposait aussi des API REST, qui permettaient à des consommateurs, à des fronts et des mobiles et web de consommer de la donnée. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait un problème sur l'ingestion quand on a commencé à grossir, parce qu'en fait, derrière, on utilisait des pools de workers, en se basant sur la JVM, et les pools de workers, en fait, faisaient que des IO sur la base, et donc on avait un vrai problème, on avait un vrai goulet d'étranglement sur l'ingestion. Le deuxième problème qu'on avait, c'était un problème de scalabilité. On était sur un monolithe, on n'était pas capable de scaler correctement notre applicatif. Du coup, on aurait pu faire un scaling vertical, on rajouter de la RAM, on rajouter du CPU. C'était pas forcément ce qu'on voulait faire. On pouvait faire des scaling horizontaux en load balançant, en dupliquant notre monolithe. Mais le problème qu'on avait, en fait, c'est que seule une partie de notre monolithe travaillait réellement, la partie ingestion. Le reste était assez peu sollicité par les fronts web et mobiles. Donc on a fait, ok, il faut on va reprendre les bases, on va faire feuille blanche et on va essayer d'extraire certaines des briques de notre monolithe, les plus sensibles, dans des microservices, et on va essayer de les réécrire et d'avoir une approche plus réactive en fait sur notre approche. Et donc on a décidé d'utiliser Eclipse Vertex pour réécrire une grande partie de nos microservices. Donc si on regarde un petit peu comment on a extrait cette partie de microservices de notre monolithe, la première brique qu'on a extrait du coup c'est la brique d'ingestion. Cette brique d'ingestion, on reviendra dessus, mais elle capte toute la donnée issue de nos devices. Ensuite, on va retrouver des services teintés plus domaine métier. On va avoir un service, des microservices qui a trait à la gestion de flotte, comment j'aide le parc, comment je qualifie un parc de véhicules, tout ce qui est autour du pneu, comment est-ce que je connais le cycle de vie de mon pneu, tous les événements qui se sont passés sur le pneu. Je vais avoir des edge services qui sont des services pour le coup plutôt techniques qui vont se charger d'agréger en fait auprès d'autres microservices des données et de les rendre à l'utilisateur. On reviendra dessus avec Thomas tout à l'heure. Et je vais avoir l'insight service. Lui, l'insight service, ça va être celui qui va capter de la donnée depuis le service d'ingestion et qui va être en charge de, selon des modèles mathématiques, statistiques, de faire par exemple des prédictions de fin de vie, de faire des détections de perte de pression, ce genre de choses-là. Donc c'est cet ensemble de services-là qui ont cette responsabilité. Et enfin, je vais retrouver un service d'alerting. Mon service d'alerting, lui, il se charge en fonction de prédictions qui sont faites par le service d'insight de générer des alertes chez les clients. Ça peut être du temps réel, pas du temps réel. Voilà. Et donc tous ces microservices-là sont écrits en Vertex, communiquent autour d'un bus commun qui est Kafka, et viennent stocker la donnée dans différents backends. On va stocker, donc on est déployé sur Azure, on va stocker de la raw data sur du blob storage. On a de la donnée temporelle, time series, du coup, qu'on stocke dans du QuasarDB. On va avoir des données non structurées sur du MongoDB, et il nous reste une part de relationnel qu'on stocke dans du MySQL. Voilà, donc dans tout ça, Vertex. Pourquoi Vertex? Bon, je prends la main. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent déjà Vertex, qui l'ont utilisé, qui ont joué un peu avec à la maison ou dans des confs Ouais, donc, et est-ce qu'il y en a qui l'utilisent en prod et qui ne travaillent pas chez Michelin? Ouais, d'accord. Donc, une personne ou deux, très bien. Bon, pour tous les autres, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu ce que c'est Vertex, voir quel type de modèle d'application ça met en jeu. Et puis on va faire des démos, on va essayer dans le temps qu'il nous reste de recoder un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des mois, nous on va le faire en 30 minutes, ça va être super. Pour commencer, revenons un peu sur ce qu'ils ont fait au début. Dans des modèles assez traditionnels de serveurs d'application Java, alors quand je dis serveur d'application, on pense Java EE, mais ça fonctionne de la même manière sur une application Grails ou avec du Spring classique. Vous avez un modèle où le serveur va attribuer un thread pour traiter chaque requête. Alors la requête, ça peut être une requête HTTP, ça peut être un message MQTT qui arrive, etc. Et ce que disait Fabien à l'instant, c'est que quand on communique avec la base de données ou avec des services distants qui sont derrière, donc ça peut être les services d'alerting, de calcul sur les données, etc. En fait, les threads, ils vont être souvent bloqués parce qu'on va utiliser des clients bloquants, etc. Ça va bien tant qu'on n'a que quelques connexions à gérer.
Mais évidemment, quand on a de plus en plus de camions, de bus, etc., on va avoir de plus en plus de connexions. Et du coup, en fait, on va faire un gaspillage des ressources. On va avoir beaucoup de threads qui vont être schedulés, unschedulés, etc. Et ils vont passer leur temps, en fait, à bloquer. Et donc ça, c'est pas possible pour des dizaines de milliers de connexions et de requêtes concurrentes. Alors on dit dizaines de milliers, mais dans leur problématique de déploiement, et puis je pense que c'est le cas pour de plus en plus de monde, aujourd'hui on déploie des choses souvent dans des VM, dans des conteneurs. Très souvent, on n'a pas la puissance de calcul qu'on avait avant si on avait une machine dédiée pour faire ce type de traitement. Donc on ne parle pas là de machines avec 48 CPU et 128 Go de RAM. Dans ce genre d'environnement, on peut avoir un CPU virtuel partagé, peut-être deux si on est chanceux, et puis quelques centaines de mégas de RAM. Du coup, le problème qui se pose sur une très grosse machine avec des centaines de milliers de connexions, ben là, il se pose encore plus vite avec ce niveau de ressources. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de trouver un modèle qui utilise le matériel de manière plus efficace. Et ce modèle, en fait, il est connu depuis très longtemps, c'est pas Vertex qui l'a inventé. C'est le modèle des IO non bloquants. Donc là, il faut utiliser des API asynchrones. Et la manière dont l'implémente Vertex, c'est encore une fois quelque chose d'assez connu dans la littérature technique, c'est la boucle d'événements. Alors les événements, qu'est-ce que c'est? On l'a dit tout à l'heure, c'est une requête qui arrive, c'est un message MQTT, c'est une ligne qui revient de Mongo, de la base de données, c'est un buffer qui vient du système de fichiers. Et à cette boucle d'événements est associé un thread, donc le thread de l'event loop. Et on va traiter cet événement sur ce thread unique. Alors il faut faire attention parce que si on le bloque en utilisant des clients bloquants, évidemment, le thread il est plus disponible pour traiter les nouvelles connexions, les nouvelles requêtes qui arrivent. Donc il faut être prudent. Mais si on est prudent et qu'on fait les choses bien, et avec assez peu de threads, on peut arriver à gérer beaucoup de requêtes. Alors, le fait qu'on implémente un modèle asynchrone, non bloquant, etc., ça ne nous donne pas directement les propriétés d'un système réactif, mais en tout cas, ça nous permet de l'implémenter plus facilement. Et ces propriétés qui nous intéressent dans le cas de leur plateforme et dans d'autres use cases aussi, ça peut être intéressant. La première, c'est l'élasticité. Donc, comme on est plus efficace avec le matériel, déjà, on va pouvoir traiter plus de connexions sur la même machine, mais on va aussi pouvoir plus facilement dupliquer et du coup absorber plus de charge. La deuxième, c'est la résilience. Donc, si vous avez votre base de données qui, au bout d'un certain temps, vous renvoie une erreur, plutôt que d'attendre que ce problème se produise et puis de renvoyer une erreur technique au client, ben vous pouvez directement renvoyer une réponse qui a peut-être un sens pour le métier. Et puis, le responsiveness, donc là, on parle du fait de pouvoir répondre aux requêtes des clients dans un temps raisonnable. Si votre thread est bloqué, la seule façon de pouvoir avoir un timeout sur quelque chose, c'est de créer un autre thread qui va vérifier si la réponse est arrivée dans les temps, et en fait en faisant ça, vous aggravez le problème. Alors qu'en fait, avec un modèle à base d'event loop et d'événements, le timeout c'est juste un événement supplémentaire à insérer dans la queue de la boucle d'événements. Et donc vous pouvez assez facilement, sans surcharger la machine, gérer ce problématique de timeout. Alors Vertex, c'est un projet de la fondation Eclipse. Il y en a qui étaient avec moi au workshop GraphQL avec Vertex mercredi matin. Donc je vais redire la même chose, c'est un projet de la fondation Eclipse, c'est pas un plugin de l'IDE Eclipse. Ça peut faire sourire, mais on nous a déjà posé la question plein de fois, comment on l'installe dans Eclipse. C'est pas ça, c'est une librairie, voilà, c'est un toolkit qu'on peut composer. Donc il y a une librairie core qui permet de créer des serveurs HTTP, de créer des serveurs TCP, d'avoir des clients TCP, HTTP, des serveurs de datagram, de manipuler le système de fichiers, mais tout ça c'est très basique. Donc autour de cette librairie core, on a des librairies qui permettent de créer des API REST, de faire des clients Kafka, ça, que vous utilisez beaucoup,
un client Mongo, etc. Et tout ça qui fonctionne bien avec le modèle d'Event Loop. Donc on l'a dit, ça permet d'implémenter des systèmes réactifs, c'est event-driven, c'est un toolkit, c'est rapide. Là, on ne va pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous montrer les images, mais si vous connaissez, il y en a parmi vous qui connaissent Tank Power Benchmarks? Non? Personne? Une ou deux mains? Cherchez ça sur Google et vous verrez, en fait, c'est un site qui rassemble plein d'implémentations de quelques problèmes de charge donnée, et puis qui compare les résultats en fonction des outils qui ont été utilisés. Ok, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que maintenant on va rentrer un peu dans du live coding. On va regarder comment, avec les use cases qu'on a chez Michelin sur l'architecture que je vous ai décrit, ça se traduit et comment Vertex nous aide. Donc notre premier use case, c'est la partie ingestion. En fait, l'ingestion, c'est un ensemble de microservices qui sont multi-protocoles. Donc Vertex nous aide à supporter cet ensemble de protocoles-là. Donc on va supporter du HTTP, des serveurs TCP. Il y a vraiment des devices qui vont nous parler de façon différente. On peut utiliser, consommer avec les Kafka API, Consumer API, un Azure Event Hub qui interagit en fait comme avec un cluster Kafka. Et on peut aussi faire du MQTT. Je te repasse la main et on va regarder comment on fait ça. Bon, alors là on va attaquer la première démo. Donc ce que j'ai ici dans mon premier terminal, c'est que dans le repo de la démo qui est sur GitHub, donc vous pouvez jouer avec à la maison et essayer vous-même, alors sans refaire le codage vous-même, à toutes les solutions, elles sont directement dans le repo. Il y a si vous tapez Docker Compose Hub, ça va vous démarrer le Zookeeper, le Kafka et le Mongo. Donc ça c'est assez pratique pour démarrer la démo. Et ensuite là ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le plugin Vertex pour Gradle qui en fait va compiler mon application, et chaque fois que je vais modifier le code, il va redéployer l'application. Donc ça va être plus simple pour pouvoir faire le codage en live. Est-ce que vous voyez tous bien là? Même dans le fond, ça va? Bon, super. Donc, ce qu'on va faire sur cette première démo, c'est qu'on va implémenter le service d'inventaire. Alors, le service d'inventaire, il fait quoi? Il est assez simple. Il va recevoir des requêtes GET sur un chemin qui me donne l'identifiant du pneu, donc c'est le tag RFID. Et là, moi, je vais faire quand même une version simplifiée. Je ne vais pas aller chercher la donnée quelque part dans Mongo ici. On va simplement générer de façon magique un petit peu le nom de la marque du pneu. Et puis, on va renvoyer un JSON qui contient la marque du pneu et son identifiant. Alors, pour commencer une application Vertex, c'est pas obligatoire de le faire comme ça, mais la façon la plus courante et la plus pratique, c'est de créer un vertical. Donc un vertical, qu'est-ce que c'est? C'est juste un point d'entrée dans votre application. Donc là, on a une classe qui étend abstract vertical. Et il faut implémenter au minimum une méthode start, et il y a un autre callback qui est stop. Donc on peut difficilement faire plus simple comme cycle de vie. Et donc là, dans ma méthode start, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon objet Vertex et je vais lui dire create HTTP server. Donc là, si vous regardez bien, avec les create, j'ai pas mal de choses. J'ai des create HTTP client, HTTP server, net client, c'est pour les clients TCP, clients DNS, etc. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le serveur. Ce serveur, il va falloir lui dire comment il va traiter les requests. Donc il va falloir lui passer un request handler. Et le request handler qu'on va utiliser, c'est pas celui de Vertex Core. Parce que dans request handler, il nous passe juste un objet HTTP server request. C'est un petit peu compliqué de gérer tous les chemins, etc. Donc pour bâtir une API REST, on va utiliser un objet qui nous vient de Vertex Web, qui s'appelle le routeur. Donc on va se créer un routeur en lui passant l'objet Vertex. Et puis, on va dire que celui qui gère les requêtes, c'est le routeur. Et puis, dans notre spec aussi, on a dit qu'il fallait écouter sur le port 3001. Donc là, j'ai déjà de quoi démarrer mon serveur HTTP
et transmettre les requêtes au routeur. Sauf que là, pour l'instant, le routeur il n'est pas configuré, donc si je démarre ça et que j'essaye, il va me répondre des 404 à tous les coups. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que quand il reçoit une requête GET sur le chemin qui me donne le tire ID, eh ben, on va passer l'information à un request handler. Donc là, on va se faire une méthode pour ça. Handle request, qui n'existe pas encore, mais on va la créer. Alors ce handler, il me passe un routing context, donc ça c'est un objet de Vertex Web qui permet de savoir un peu toutes les informations qui concernent l'échange HTTP. Et donc en particulier, il me permet de récupérer un passe-param. Là mon passe-param c'est le tire ID, donc je vais récupérer le tire ID, et puis je vais le mettre, merci pour le new label, voilà. Et maintenant, ce que je veux, c'est générer une marque à partir de ce tire ID. Le tire ID, c'est l'identifiant RFID, nous on va mettre un peu n'importe quoi. Et pour le générer, on va faire un truc super Sioux. On va prendre son hashcode et on va dire que... qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que si le hashcode est pair, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que il nous faut une marque, c'est ça? Donc on va se mettre string brand, voilà. On va dire que la marque c'est mi. Ah oui. Pardon. Merci beaucoup. Ça m'évite de galérer l'étape d'après. Il y en a qui suivent, hein, c'est bien. Mi chaud là, voilà. Et puis, si c'est pas pair, on va dire que la brand, c'est Bridgestone. OK? Et tout ça, je veux le mettre dans un JSON object. Donc, mon résultat, c'est un JSON object. Que je vais créer de cette façon. Et je vais mettre... alors, ma spec, c'est quoi? J'ai tire ID. Tire ID et la bande. Voilà, donc je vais le dire... JSON object, c'est un JSON object de Vertex. Donner le tire ID. Et je vais faire pareil pour la brand. Voilà, donc là j'ai mon résultat. Je n'ai plus qu'à récupérer ma réponse du routing context et envoyer ce JSON object. Alors il y a deux façons de transformer le JSON object en quelque chose de lisible pour vous. C'est soit en code prettily. En code prettily, ça le formate de façon sympa et en code, ça le met de la façon la plus compacte possible. Il y a une chose que je vais faire quand même pour être un bon citoyen de l'HTTP JSON, c'est que je vais quand même lui dire de mettre le header content type sur application JSON. On doit être bon là, non? On est bon. Alors voyons. Maintenant, si je regarde, ici il m'a dit redeploy. Donc ça devrait être bon, voilà, il a redéployé mes verticles. Et donc si je fais HTTP sur le port 3000 et que je mets l'identifiant 1, 2, 3. Sur le port 3000 par contre. Oui, 3001, merci. Et voilà. Voilà, donc là j'ai bien là un pneu de la marque Michelin. Et si je mets 1, 2, 4, voilà, j'ai un Bridgestone. Voilà. Donc là, on a fait un petit serveur HTTP qui renvoie du JSON. Alors, en pratique, j'espère pour les clients de Michelin que c'est un peu plus compliqué que ça. Un petit peu plus compliqué que ça.
celle-là, je vais tricher un peu, je vais pas vous la coder en live. Mais en fait, on a à l'intérieur du repo une classe qui s'appelle Measure API, qui est un vertical elle-même, qui est un petit peu plus compliqué, qui démarre un client Mongo. Là, vous voyez que vous avez plusieurs définitions de route sur le routeur. Donc, on a un /ingest qui est la même chose que ce qu'on vient de faire, mais qui cette fois, en fait, va récupérer un payload JSON, créer le document pour MongoDB, et puis faire l'insertion dans le Mongo client. Si l'insertion se passe bien, on a un callback qui nous dit en cas de succès, c'est bon, tu peux renvoyer l'event ID plus le... Non, c'est juste l'event ID en fait. Et si ça se passe mal, en théorie, vous pourriez dire à la personne, pas à la personne, mais à l'appareil qui envoie la mesure, qu'il peut envoyer un code d'erreur. Lui, il peut réessayer plus tard, faire ce que vous voulez. Bon, ici, mettre loguer l'erreur et renvoyer 500, c'est acceptable. Ensuite, vous avez aussi deux types de requêtes. Soit vous pouvez récupérer toutes les valeurs de pression de pneus ou seulement les n dernières. Donc ça, normalement, c'est déjà codé et on va le tester en faisant /ingest. Donc on va commencer par mettre une pression à 12,1. 12 bars. Voilà, donc là on a un event ID qui est retourné. Et puis après 12,2, voilà. Et si je demande les n dernières mesures, j'ai qui revient de Mongo, mes mesures avec l'identifiant, l'ID d'événement, l'identifiant du pneu et la pression. Et je te rends la main. Yes. Donc du coup, ce qu'on voit, c'est que c'est très facile de créer différents types de serveurs, TCP, HTTP ou what else. Notre deuxième use case, qui est un petit peu plus complexe pour nous, et c'est là où vraiment Vertex commence à bien nous aider, c'est quand on veut utiliser notre Edge Service. En fait, le Edge Service, je l'ai dit tout à l'heure, le Edge Service, son rôle, ça va être de faire de la composition d'appels asynchrones, parallèles et ou séquentiels. Et ça, c'est assez complexe à faire, et Vertex, avec son modem de programmation, son modèle d'asynchronisme, en fait, va nous aider à faire ça assez simplement, et c'est différents modèles notamment. Alors, ce qu'on a vu là, c'est simplement l'API avec callback, mais dans Vertex, vous avez différents modèles de programmation qui sont disponibles. Il y a aussi un modèle qui permet de faire avec des futurs et des promesses. Bon, ça c'est assez classique. Vous pouvez aussi utiliser une API qui vous donne des coroutines Java avec Quasar ou les coroutines Kotlin. Et puis nous, ce qu'on va utiliser dans la prochaine démo, c'est l'API Rixifiée, donc elle qui est basée sur RX Java. Vous pouvez le faire avec RX Kotlin aussi si vous voulez. Et ce qui est pratique avec RX Java ou RX Kotlin, c'est que du coup, vous pouvez composer des flux de données plus facilement, ce qui est plus difficile à faire avec les futurs ou avec les coroutines. L'avantage des coroutines dans les cas où vous n'avez pas à traiter des flux de données, c'est que ça vous permet d'avoir un programme qui ressemble à un programme impératif, alors que en fait vous écrivez un programme qui utilise des API asynchrones. Donc ça c'est quand même pas mal pour la lisibilité. Donc on va aller sur la démo. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est que notre Edge Service, on peut appeler ça aussi API Gateway, il va prendre les 5 dernières mesures qui ont été ingérées pour un pneu et il va essayer de nous donner une tendance. Donc est-ce qu'on perd de la pression sur son pneu ou pas. Donc en fait on va faire du machine learning. Régression linéaire. Voilà, tout simplement. Et donc ce service de machine learning, on peut le tester. Si on regarde ce qui se passe quand j'envoie quelque chose sur HTTP régression data, je lui envoie 3 valeurs, 1, 2, 3. Ça va être super compliqué à faire pour lui. Et il me dit qu'il y a une pente de 1. Donc voilà, c'est bien, il s'est bien calculé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le code du Edge Service. Alors le Edge Service, surprise, c'est un vertical lui aussi. Quand il va recevoir une requête pour un pneu en particulier, il va appeler la méthode fetch.
et il va utiliser le web client de Vertex. Donc le web client, c'est un client qui est assez pratique pour faire des requêtes HTTP avec différents formats, mais avec JSON, c'est particulièrement pratique. Donc là, qu'est-ce qu'il fait sur la première partie? Il va aller envoyer une requête HTTP au service d'inventaire. Là, c'est pas l'inventaire que j'ai codé moi-même, c'est celui qui stocke les valeurs dans Mongo. Il va lui dire d'aller chercher ça donc, sur le port 3001 et il va envoyer le tire ID. Comme on va recevoir du JSON et que par défaut, ce que nous donne le web client, c'est du buffer, on va lui dire d'utiliser le codec JSON Object, qui va nous donner un JSON Object qu'on a utilisé au début. Pour ne pas avoir à gérer l'erreur manuellement, au cas où on aurait un code 200 ou 400, on va lui passer un prédicat. Donc si jamais la réponse est OK, le traitement asynchrone va renvoyer une erreur ou un succès. Et puis ensuite, on va faire l'envoi avec RxSend. Alors, quand on fait RxSend, l'API RxJava, c'est lazy. Donc là, la requête ne part pas tout de suite. C'est uniquement quand on va souscrire au single RxJava. Et ce qui va se passer, c'est que ça va nous retourner un single de type HTTP response JSON object. Et comme nous, on veut juste le contenu du corps de la réponse, on va faire un map avec HTTP response body. Dans la deuxième partie, on va appeler le service qui permet d'obtenir les cinq dernières mesures. À nouveau, on va utiliser le codec, le prédicat. Et cette fois, on va faire un flat map enrich with machine learning. Alors le flat map ici, pour simplifier, c'est une manière de dire à RxJava, une fois que tu auras reçu la réponse, tu peux déclencher le traitement suivant. Donc là, c'est de la composition séquentielle. Si je vais voir ce que fait enrich with machine learning, il va récupérer le JSON body de ma requête HTTP précédente. Il va extraire des mesures uniquement la pression. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on faisait last 5, on doit encore la voir ici. Quand on faisait le last n, voilà, les last n measures, on obtenait tout ça. Donc il y avait la pression, mais il y avait aussi l'injection de dette, etc. Et nous, on n'est pas intéressé par tout ça. Donc du coup, on va faire un tri. On va faire un stream du JDK8. On va mapper ça sur l'objet JSON et extraire juste la pression. Et ensuite, on va mettre ça dans un array et utiliser le service qu'on a vu dans le terminal juste avant, où quand j'envoie un array de valeurs, il me renvoie une pente. Donc là, à nouveau, on va utiliser le web client. Cette fois-ci, on va poster notre JSON Object. En retour, on aura aussi un JSON Object Body, donc on va utiliser le codec, le prédicat. J'envoie le JSON Object. Et dans ma réponse, je vais faire un truc tout bête, c'est que je vais prendre la réponse et je vais dire si la pression est en train de tomber, si la pente est inférieure à -0,1. Voilà, ça c'est du machine learning poussé à l'extrême. Et donc, maintenant que j'ai ces deux résultats, j'ai l'information qui vient d'inventaire et j'ai les informations sur mon pneu, je vais utiliser l'opérateur zip de RxJava, donc la fermeture éclair. Je rassemble deux informations que j'ai reçues de manière concurrente. Et je vais simplement lui dire de merger les deux objets JSON. Et une fois que c'est fait, soit je renvoie une réponse avec le JSON, soit je renvoie une erreur. Alors, avant de vous montrer la démo, ce qui peut être sympa avec l'API RxJava, c'est que de manière déclarative, on peut ajouter de la qualité de service. Donc si par exemple ici, je veux être sûr que j'ai bien ma réponse, je peux lui dire de manière déclarative, essaye au moins 3 fois. Et puis comme je veux que mon système il soit responsive, je ne vais pas faire les retries indéfiniment, donc je peux aussi lui donner un timeout. D'accord, donc je peux lui dire tu fais ça maximum 1 seconde. Voilà. Et là, sans faire de choses compliquées, de codage à rajouter, je peux rajouter de la qualité de service. Mais bon, là, on n'en a pas besoin pour cette démo. Voilà. Et si on revient dans le terminal,
on va envoyer une requête sur le port 4000 en passant l'identifiant du pneu et il m'a bien donné le nom de la marque qui vient de l'inventaire, les mesures, est-ce que la pression était en chute? Non, puisque la première mesure c'était 12,1 et la suivante 12,2. Et puis il m'a aussi donné mon tailleur ID. Voilà, je repasse la main, Fabien. Voilà, donc ça nous aide vraiment pour faire la composition d'appel. Le dernier use case qu'on a chez nous, c'est en fait nos microservices, ils discutent ensemble autour d'un bus commun, on a dit, autour de Kafka. Et comment ça se passe? Quand je reçois une pression, c'est mon service d'ingestion qui la reçoit, il va la publier dans un topic Kafka, topic pression par exemple. Et sur ce topic pression, il va être abonné mon inside service, qui va se charger, en consommant ça, de mettre à jour des prédictions de fin de vie. Ces prédictions de fin de vie, il va lui-même en fait les republier dans un topic Kafka, qui sera à disposition, qui va être consommé en tout cas par le service d'alerting, qui en fonction de seuils définis pour telle ou telle compagnie, va émettre ou pas et notifier selon différentes façons la société. Donc ça c'est assez facile à faire en Vertex et on va essayer de montrer comment on fait ça. Alors je vais revenir à ma démo, cette fois je vais arrêter le plugin Gradle parce qu'on va les lancer à la main. On va s'assurer que tout ce qui est dans la démo Event Driven soit bien démarré. Donc je vais avoir un ingester, un dashboard et un pressure alerteur. Et si tout le monde est content, il devrait nous dire que c'est bon. Donc là je vois que l'info est du green, ça a l'air super. Donc si j'ouvre mon navigateur et que je vais sur le port 8000, je vais avoir mon dashboard qui est là mais qui ne reçoit rien. Donc on va lui générer un peu de charge. Alors pour générer la charge, on va utiliser un petit outil qui s'appelle Locust. Voilà. Ça peut être ça ou un autre, mais là c'est assez pratique parce qu'on peut mettre un petit script Python et il sait comment envoyer ce qu'il faut. C'est assez simple pour la démo. C'est juste pas sûr qu'il gère bien l'omission coordonnée pour le coup. Mais bon, c'est pas très grave. Mais là pour notre démo, c'est vraiment pas très grave. Alors combien on va simuler d'utilisateurs? Vous en voulez combien? 100, ouais, super. Allez, on en met 100. Et on va les lancer 5 par 5. Donc là, on lui dit d'envoyer les données. Et donc là, ce que vous voyez sur le dashboard, on voit petit à petit le nombre d'événements qui ont été ingérés par la plateforme. Là, on a nos 3 microservices qui discutent autour de Kafka. On reçoit le nombre de messages qui sont ingérés par seconde. Ça devrait augmenter petit à petit. Et les lignes que vous voyez ici, c'est pour chaque tailleur ID, la pression courante. Quand vous voyez une petite barre violette, ça veut dire qu'il y a eu une mise à jour sur ce pneu-là en particulier. Et quand vous voyez une ligne rouge, c'est que le service de machine learning a dit que le pneu était en train de perdre de la pression. Donc voilà, on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors pour ça, on a nos 3 verticals. Donc ceux-là, on n'en a plus besoin. On va commencer par le dashboard. Donc le dashboard, lui, il s'appelle dashboard, mais c'est la partie serveur du dashboard, d'accord? Donc c'est mon edge service, entre guillemets. Lui, il n'est que consommateur de Kafka. Donc qu'est-ce qu'il va faire? On va regarder un peu ce qu'il fait quand il consomme les valeurs de pression. Et bien, à chaque fois qu'il reçoit une valeur de pression depuis Kafka, il va la publier sur l'event bus. Donc l'event bus, c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais dans Vertex, vous avez à disposition un event bus qui en fait permet aux verticals de communiquer entre eux sur la même JVM, mais ça peut aussi être clusterisé avec Infinispan ou avec d'autres cluster managers. Et ce qui est bien aussi, c'est que cet event bus, vous pouvez l'étendre jusqu'au navigateur. C'est-à-dire que si vous le configurez bien, quand vous faites event bus publish, non seulement les autres verticals peuvent recevoir l'information, mais aussi les navigateurs qui sont abonnés à cette adresse. Donc là, c'est comme ça que le navigateur reçoit l'information. On va voir après comment. Si vous regardez le throughput updater, lui, en fait, il fait quelque chose de pas super compliqué. En fait, on va bufferiser le nombre de mesures qu'on reçoit toutes les 5 secondes et ensuite, on va diviser par 5 pour trouver le throughput.
Et l'alerte updater, c'est si je reçois un événement sur le topic pressure drop dans Kafka, et ben je pousse un événement dans l'event bus alerte. Donc après le dashboard, on va regarder l'ingester. Alors lui, c'est comme tout à l'heure, il reçoit des informations, sauf qu'au lieu de les stocker dans Mongo, cette fois, il va les envoyer dans un producteur Kafka. Donc ça, encore une fois, c'est le client Kafka de Vertex qui vous le fournit. Et puis quand on a préparé notre objet de mesure, on fait Kafka producer.write. Si ça se passe bien, on envoie un OK, ou si ça se passe mal, on log l'erreur, et c'est terminé. Et puis le pressure alerteur pour terminer. Donc lui, il est consommateur et producteur. Alors, il consomme au niveau de ingestion.measure. Et ce qu'il va faire, en fait, c'est que dans notre topic ingestion measure, on reçoit tous les événements pour les pneus. Et la clé, c'est l'identifiant du pneu. Donc, en fait, on va utiliser la méthode group by de Eric Java, qui permet en fait de créer des sous-flux pour chacun des pneus. Et sur chacun de ces sous-flux, eh ben, on va bufferiser sur des fenêtres de 10 secondes. Et puis, une fois qu'on aura ces fenêtres de 10 secondes, on va analyser ça avec la méthode produce alert. Donc là, c'est Apache Commons qui fournit ça. On fait une simple régression. Et si on a une chute de pression, on va publier un message dans Kafka, pressure drop. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on devait voir là-dessus. Il nous reste le front, du coup. Il nous reste uniquement le front. Alors, comment ça marche dans la partie HTML JavaScript? Vertex en fait fournit une librairie eventbus.js qui est basée sur SOCJS. Je ne sais pas si vous connaissez SOCJS, mais c'est assez pratique. En fait, ça vous permet d'établir un tuyau entre votre navigateur et le serveur web. Et SOCJS, en fait, il va gérer les différents modes de communication disponibles. Il va essayer avec des WebSockets. S'il n'y arrive pas, il va essayer les serveurs set events. Sinon, il va faire du long polling, etc. Et puis, vous pouvez configurer ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Et une fois que vous avez votre event bus qui est votre objet event bus qui est créé, vous pouvez enregistrer des consommateurs sur les adresses de l'event bus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec jQuery, si on reçoit une mesure, on va mettre à jour le DOM pour afficher les données. Si on reçoit du throughput, c'est pareil, on va changer le texte de l'élément HTML qui contient le throughput. Et si on reçoit une alerte, on va changer la classe, et dans ce cas-là, on pourra mettre du rouge, etc. Et donc voilà, c'est comme ça que vous avez ce dashboard. Et je repasse la main, Fabien. Donc, nous, si maintenant on fait un petit Rex après 2 ans d'utilisation de Vertex, la première chose qu'on voit, c'est que on avait plutôt une équipe donc d'une quinzaine de développeurs plutôt juniors et qui venaient d'un monde plutôt groovy, Java EE, et le fait de passer d'un modèle de programmation synchrone à un modèle de programmation asynchrone, ça s'est pas fait si facilement que ça. La courbe d'apprentissage elle est quand même un petit peu longue pour l'équipe. En tout cas, c'est le retour qu'on a nous aujourd'hui. Le deuxième point qui découle sûrement du premier, c'est qu'en fait, tout à l'heure Thomas l'a dit, Vertex c'est pas un framework, c'est un toolkit. C'est-à-dire qu'il est unopinionated, il n'impose pas de cadre, et donc on peut très vite faire n'importe quoi avec. Et nous on a eu tendance à, au tout début, construire un framework basé sur Vertex et construire une espèce de cathédrale qui crée du couplage en fait entre tous nos microservices. Donc c'est assez dur de s'en retirer après. Et voilà, c'est une des erreurs qu'on a fait et il faut faire attention avec Vertex. Un autre problème qu'on a pu rencontrer, c'est que l'event bus, il peut être distribué, et au début, on n'est pas parti sur Kafka directement quand on a redesigné la solution. On est parti sur faire discuter des microservices entre eux en utilisant l'event bus. Parce que c'est possible. Lui, il peut être distribué avec du Finispan, du Hazelcast, et du coup, 2 process dans 2 JVM bien indépendantes peuvent parler entre eux. Le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de durabilité sur cet event bus, c'est-à-dire qu'on peut perdre les messages. Et il n'y a pas de gestion de back pressure, donc il suffit qu'on ait 3000 capteurs qui se mettent à se réveiller en même temps et qui nous envoient 3000 pressions. Et en fait, derrière, nos microservices, ils vont manger directement les 3000, vu qu'ils travaillent sur l'event loop, les 3000 pressions. Et du coup, c'est Mongo, en fait, derrière, qui se prenait l'ensemble des pressions d'un coup, l'ensemble des requêtes, et donc les pools de threads de Mongo explosaient. Voilà, donc ça, on utilise vraiment l'event bus qu'au sein du microservice. Plus globalement, le fait de passer d'un gros monolithe à un système de microservices distribués, c'est un nouveau monde de problèmes pour le coup, dont celui-là, la notion de exactly one. Si on regarde un petit peu les problèmes qu'on a eu, le premier problème c'est au niveau de la data.
Chacun de nos microservices accède à sa propre base de données. Donc un microservice A ne va surtout pas aller dans la base de données du microservice B. Pour ça, il va faire du réseau. Et ça, ça amène à faire de la data dénormalisation. Donc on va dénormaliser la donnée pour qu'en perf, on soit plus performant et qu'on évite d'aller faire du réseau pour chercher la donnée. Ça a un impact, c'est que derrière, dès qu'on met à jour la donnée qui est la donnée source, il faut la répercuter, les updates dans l'ensemble des autres microservices. Donc c'est un jeu de taquin, il faut vraiment faire attention en faisant ça. Faut vraiment le sizer comme il faut, pas avoir trop de données dénormalisées parce qu'on le paye après sur l'update. Après, il y a tout ce qui est concurrence, contrôle de concurrence, toute la notion autour de Kafka aussi, l'idempotence ou le exactly once. Est-ce qu'on doit gérer l'un ou l'autre? Nous, on veut reprocesser l'ensemble des pressions qui sont dans nos topics Kafka. Donc pour ça, nos services derrière, ils doivent être designés de façon idempotent, en reprenant l'ensemble, en reconsommant l'ensemble des événements que j'ai reçus dans mon Kafka. Depuis que le device a été déployé, je peux reprocesser l'ensemble. Voilà. Tout ce qui est autour de Cube, je vais pas m'attarder dessus, mais on est passé sous Cube il n'y a pas très très longtemps, et du coup tout ce qui est sizing de JVM, et c'est pas propre à Vertex, c'est propre à la JVM. Le sizing de la JVM dans Cube, dans nos pods, etc. On a pas mal galéré là-dessus, mais voilà. Et du coup, le dernier point, c'est là où on a vraiment investi, pour le coup, c'est toute la partie monitoring. Vertex arrive avec énormément de composants qui permettent de monitorer, que ce soit l'event loop, les serveurs HTTP, les serveurs TCP, il n'y a pas de problème. On utilise Micrometer, qui est un plugin de Vertex qui permet d'exposer ça et qui nous le renvoie dans du InfluDB. Pour préciser, en fait, Micrometer, c'est une librairie qui est développée par Pivotal, et qui est une API en fait qui permet de brancher des différents backends de monitoring, et nous, on a une couche de compatibilité avec ce module. Ouais. Donc on utilise ça pour toute la partie monitoring. Et pour le tracing, on a beaucoup investi sur le tracing aussi. Ce qu'on veut, c'est pouvoir suivre une transaction métier end-to-end. Et pour ça, en fait, lorsqu'une pression arrive, ou une requête plutôt utilisateur pour le coup, arrive, on lui associe un correlation ID. Et ce correlation ID, en fait, va se retrouver dans l'ensemble des stacks traces ou des stacks de logs de chacun des microservices. Et par-dessus, on vient manger les logs avec du Splunk, qui est un outil, mais on peut le faire avec du Kibana ou la stack ELK. Pour agréger ça, et on a des rendus visuels qui nous permettent de savoir exactement une transaction métier, par quel microservice exactement elle est passée à quelle heure. Voilà. Donc on a investi là-dessus. Ça, ils ont eu ce problème parce que dans Vertex 3, on ne fournit pas d'outils pour ça, mais dans Vertex 4, il va y avoir une API de tracing avec il n'y a rien de finalisé encore, mais probablement une implémentation avec Jaeger. Voilà, je pense qu'on a tout dit, merci beaucoup. On a un peu de beau.